Bonjour à tous, bienvenue sur Sciencetionnel. Premier petit cours sur la lecture de molécules. Alors on va garder le même format qu'en live, c'est-à-dire facecam plus la fenêtre de dessin. Donc je vous ai préparé un petit cours sur comment comprendre la chimie organique au lieu de l'apprendre. Donc l'idée que je développerai dans ce cours, c'est l'effet de lire une molécule. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'appuient beaucoup sur l'apprentissage par cœur et studieux des mécanismes réactionnels, donc où est-ce que vont les flèches à chaque fois, je vais l'apprendre par cœur. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée. La plupart des gens avec qui j'ai discuté qui sont bons en chimie organique sont d'accord avec ça. Ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Donc l'idée ce serait aujourd'hui de voir avec vous comment on peut raisonner les choses, comment on peut les formaliser. Je vous assure que cette vidéo-là ne sera pas une perte de temps, même pour les gens qui font des concours super compliqués et qui se disent « Oh là là, j'ai pas le temps de regarder une vidéo de, je sais pas, peut-être une demi-heure pour essayer de comprendre la chimie organique. » Alors c'est pas mystique, hein, on va développer pas à pas la méthode pédagogique qu'il faut adopter. Donc il y a une approche et on va la développer tout de suite sur quelques molécules. Et on va la mettre tout de suite en application avec une réaction, et on va voir que, même si c'est une réaction qui est pourtant peu prévisible, en fait on va réussir à démystifier tout ce qui peut paraître compliqué. Alors on commence tout de suite avec le benzaldéhyde. Alors tout simplement le benzaldéhyde, hop, voilà, le voici. Le benzaldéhyde c'est ça. Donc le benzaldéhyde c'est une molécule qui se présente avec un cycle aromatique, un aldéhyde, enfin je vais pas trop en dire puisque c'est ce qu'on va développer. Donc voilà la tête de la molécule, et voilà ce que les premières années de sciences niveau secondaire nous permettent d'apprendre, c'est voilà, une lecture qui est assez commune, c'est-à-dire que beaucoup de gens en allant sur Wikipédia peuvent comprendre ce que ça veut dire cette lecture-là. Donc on a une formule brute qu'on peut établir, donc il y a 7 carbones qu'on voit ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le 7e il est ici. L'oxygène, voilà combien d'hydrogène on a. Bon, cette information-là, elle nous apporte finalement pas grand-chose, si ce n'est qu'il faut savoir le faire, il faut savoir établir une formule brute d'un composé. On voit qu'on a une fonction aldéhyde qui est ici, donc c'est bien ce carbone carbonylique avec son oxygène et l'hydrogène en terminaison, ce qui en fait de lui une fonction aldéhyde et non pas une cétone. Voilà, et un cycle aromatique, donc voilà, on a un cycle aromatique, ce n'est pas un benzène, puisque c'est rattaché à quelque chose, donc ça veut dire que c'est un substituant. Ici, on va l'appeler phényl potentiellement. Voilà. Donc on a ce benzaldéhyde, et voilà, on va essayer d'aller étape par étape. Donc là, on voit ce qu'on est censé savoir lorsqu'on est dans le secondaire, et l'idée, c'est pour comprendre la réactivité d'une molécule, c'est d'étoffer un peu cette démarche. Alors, on va aller un peu plus loin. Normalement en fin de lycée, voilà ce qu'on est censé avoir vu dans les sections scientifiques, c'est la lecture un peu physico-chimique, donc molécules ayant une double liaison polarisée. Donc là on voit que la différence d'électronégativité entre l'oxygène et le carbone qui est ici, là, voilà, ce carbone-là, on voit que la différence d'électronégativité va induire une densité électronique plus forte sur l'oxygène que sur le carbone, créant ainsi des charges partielles, des charges qui ne sont pas aussi formelles que lors d'un composé ionique. Donc on obtient un delta plus et un delta moins, ce qui veut dire partiel. Donc partiellement négatif ici, un peu plus d'électrons, un peu moins d'électrons ici, voilà. C'est un substituant apolaire. Alors ici, voilà, le substituant de l'aldéhyde, il est apolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre polarité, il n'y a pas de dipôle, moins, plus, delta moins, delta plus. Ici, nous n'avons que a priori des liaisons C-C, donc carbone-carbone, différence d'électronégativité nulle. Voilà. Plutôt soluble en milieu organique. Alors pour ceux qui ont fait par exemple STL, je sais qu'en STL on voit cette notion de solubilité des produits. Voilà, on voit qu'il y a un cycle aromatique, on se dit bon, bah ça va plutôt être soluble dans les graisses, dans le dichlorométhane, des solvants organiques. Et enfin, c'est une molécule plutôt volatile parce qu'elle est petite. On sait que le benzène est un solvant qui a été utilisé, qui est une molécule donc volatile, la plupart des solvants le sont, la plupart pas tous. Donc le benzène est volatile, donc le benzaldéhyde, on a rajouté un carbone, un oxygène, finalement, le benzaldéhyde va sûrement être volatile. Alors c'est une réalité, le benzaldéhyde est volatile, c'est une molécule en fait qui est utilisée en pâtisserie, alors pas tel quel, hein, il est en fait le majeur constituant des huiles essentielles d'amande. Donc l'odeur d'amande qu'on peut exalter dans un gâteau, et ben ça serait avec de l'arôme d'amande amère, et ben c'est principalement du benzaldéhyde, qui est aussi contenu dans la cerise. Un peu un arôme qui fait double emploi. Et là maintenant je vais essayer de vous amener à sa dernière conclusion qu'on va voir, je vais essayer de vous y amener pas à pas. Donc la voici, c'est voilà,
L'hybride de résonance, on va voir ce que ça veut dire, c'est lecture de la réactivité. Voilà, là on est vraiment sur la densité électronique est centrée sur l'oxygène, voilà, donc ça change pas grand chose de ce qu'on a vu avant, mais la forme déjà du benzaldéhyde, elle a changé. Pourtant c'est exactement le même truc, hein. C'est toujours du benzaldéhyde, c'est le benzaldéhyde, c'est même la manière la plus pertinente de représenter le benzaldéhyde, c'est de cette manière-là, on représente ce qui est le plus proche de la réalité, pas des choses figées, en fait les choses ne sont pas figées dans le benzaldéhyde. Donc densité électronique centrée sur l'oxygène, cycle aromatique appauvri en électrons, et oui on voit que certaines positions, ortho, orthoprime et para, ici ortho, orthoprime et para, sont tous les trois appauvris en électrons. Donc là on se rend compte, tiens, le cycle aromatique qu'on considérait auparavant être plutôt apolaire, aucun dipôle finalement, il serait appauvri en électrons. Ce qui est important pour un cycle aromatique qui est censé être garni en électrons avec des doubles liaisons partout, eh bien on va se rendre compte que ce n'est pas forcément le cas. Et le carbone carbonylique est électrophile. Donc ça, c'est pareil, c'est le constat que nous avions fait juste auparavant, mais maintenant on y met les termes. Alors, ces termes-là, vous les avez peut-être déjà vus, mais pas forcément compris. Et c'est à vous que je m'adresse. Ces personnes qui n'ont pas compris entièrement pourquoi ce texte-là n'est pas forcément instantané. Hein, voilà. Normalement, ça doit le devenir. En tout cas, pour moi, ça l'est, et ça doit le devenir pour tout étudiant qui a de la chimie organique dans ses examens. Il faut absolument que ça soit organisé dans sa tête, comment développer ce genre de liste de lecture. Voilà, donc c'est ce que je fais. Quand je prends une molécule, je la lis. Je lis cette molécule et je dis, voilà, boum, de cette molécule-là, je peux en tirer soit des informations physico-chimiques, soit sur sa réactivité, et c'est ce qu'on va faire tout au long de ce cours. Alors... donc la démarche. La démarche, déjà, elle va s'appuyer sur l'idée de base que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Alors ça se voit par la différence d'électronégativité. L'oxygène est à 3,44 et le carbone, lui, est à 2,5, ce qui fait une différence d'électronégativité de 0,89, ce qui n'est pas négligeable, vraiment pas. Donc on va pouvoir écrire une délocalisation du doublet de l'oxygène, de la liaison CO sur l'oxygène. Donc c'est une délocalisation de ce doublet-là, ici, enfin l'un ou l'autre, hein, mais... et hop, ça se rabat ici. Donc bien sûr, l'oxygène gagne formellement des électrons, donc il deviendrait négatif et le carbone positif. Alors, tout à l'heure j'ai montré des charges partielles, là je montre des charges effectives, mais on voit ici une flèche de mésomérie. Cette flèche-là, elle symbolise que l'un et l'autre sont en fait équivalents. Voilà ce que veut dire cette flèche de mésomérie. Donc on voit bien que le benzaldéhyde représenté à gauche ici, c'est le même que celui-là. Ce qu'on appelle ici une forme limite. Mais en réalité, ça reste le benzaldéhyde tel qu'il est et tel que la nature le conçoit. Hein, quand des molécules rencontrent le benzaldéhyde, ils rencontrent ça superposé à celui-là. Et ça, cette flèche de mésomérie, justement, elle parle de superposition de plusieurs formes. Alors, la forme, ici, s'appelle forme mésomère. Hein, les formes sont des formes mésomères à partir du moment où il y a des flèches. Et l'idée, ça va être d'établir toutes les formes mésomères possibles d'une molécule qui a le mérite d'avoir de la mésomérie en elle. Je rappelle que la mésomérie, c'est le déplacement de doublé pi. À partir du moment où on déplace des doublés sigma, ce n'est plus la mésomérie. On va appeler ça tautomérie, on va appeler ça rupture de liaison traditionnelle, homolytique, hétérolytique. Mais pour des doubles liaisons pi, pour les liaisons pi, pardon, ce serait redondant sinon, pour des liaisons pi, c'est la mésomérie. Et donc, voilà. Ça, c'est notre démarrage, c'est-à-dire que voilà, on utilise le bagage qu'on sait un petit peu sur l'électronégativité, mais on le formalise avec une flèche. La flèche réactionnelle courbée en bleu, là. Cette flèche-là, cette flèche de mécanisme, va nous permettre de lancer la machine. Maintenant qu'on a une charge plus ici, on va pouvoir montrer que les électrons qui sont sur le cycle ne restent pas indifférents face à ce dipôle qui vient d'être créé. Donc tout simplement, voilà comment on va dessiner les choses. On dessine donc l'oxygène qui ramène les électrons grâce à sa différence d'électronégativité. Le cycle aromatique va garnir cette liaison ici qui est plutôt pauvre en électrons, donc ici il y a plein d'électrons, forcément on va essayer de combler cette lacune. Ici, voilà, donc plein d'électrons, hop. Ici pareil, donc on voit que la charge plus, c'est comme si elle se déplaçait, d'accord? C'est-à-dire que les électrons essaient de la combler et à chaque fois, boum, elle débarque à un endroit. Et ça, ce n'est pas aléatoire et ce n'est pas toujours exactement pareil, donc il faut vraiment faire ce dessin et faire cet effort. Faites-le, recopiez-le déjà, recopiez-le histoire de bien voir comment ça fonctionne. Recopiez bien ce type de dessin, d'accord? Voilà.
Donc ensuite cette charge positive, on va de nouveau la faire, la combler, la faire disparaître grâce à un apport d'électrons. Et on se retrouve en fait dans cette situation-là, c'est le carbone en ortho de l'autre côté, donc le ortho prime, hein, l'un ou l'autre c'est ortho et l'autre ortho prime, qui va devenir positif. Et enfin, la double liaison qui avait été créée en lieu et place ici, là, et ben elle va se rabattre, nous redonnant en fin de chaîne le composé qu'on avait déjà établi au début de cette page. Alors, ça c'est très bien, mais on va pas se trimballer à chaque fois un jeu de 8 formes mésomères limites quand on souhaite expliquer la réactivité d'une molécule. Non, c'est pas ce qu'on va faire. On va superposer ces formes mésomères et la condenser en une seule forme, que je vais vous montrer ici, et qu'on va établir ensemble. Donc, comment ça marche? On va prendre la double liaison qui est ici. Vous voyez, la double liaison qui est là, elle n'est pas toujours présente. Il y a toujours une liaison, mais pas toujours deux. Il n'y en a qu'une fois deux. Donc si cette double liaison, elle n'est pas toujours présente, on va la représenter sous forme d'un pointillé. Voilà, on a une liaison simple, et des fois on a une double liaison. Donc là il m'a fait apparaître un H, mais c'est une hérésie. Ok. On est bon. Les doublés non liants, il y en a toujours deux, au moins deux sur l'oxygène, donc les deux là ils ne bougent pas. Par contre, il y en a un des fois qui est là, et des fois il n'est pas là. Donc c'est-à-dire que le troisième, on va pouvoir le représenter. On va pouvoir mettre le troisième, tout simplement. Voilà. Et je vais le représenter donc en pointillé, puisqu'il n'est pas toujours là. Vous voyez? Alors je vais changer la propriété de ce truc-là. Voilà. Donc ça montre, ça symbolise, les pointillés, ça symbolise que c'est pas toujours présent dans la forme, dans l'ensemble des formes mésomères, dans les formes limites. Ok. Non, c'est pareil. Ici on a une liaison simple, et des fois on a une double liaison. Donc ici on va de nouveau dire, voilà, on a effectivement une liaison formelle, mais une liaison qui tantôt apparaît, disparaît. Ok. Cycle aromatique. Donc on prend celle-là. Celle-là, on voit bien qu'elle disparaît là. Elle est plus présente pendant un long moment, elle est plus là. Et elle réapparaît, donc identique. On va encore une fois symboliser ça. Et en fait, le propre des cycles aromatiques, c'est que c'est pareil, là on a une liaison simple, des fois elle est double. Des fois elle est double, des fois elle est simple. Voilà. D'ailleurs ici, il y a une petite inversion des... bon, ça n'a aucune incidence, puisque justement on est en train de montrer qu'un cycle aromatique, ces doublés, ils peuvent être un peu n'importe où. Donc on voit bien que d'ailleurs, voilà, celui-ci, on le retrouve pas là, donc forcément. Là c'est simple, là c'est double, boum, forcément. Là c'est double, là c'est simple, etc. Donc voilà ce qu'on s'est représenté. Donc là maintenant on a représenté toute la délocalisation des électrons, mais on n'a pas noté les charges. Alors les charges justement sont les charges partielles dont je parlais en début de vidéo. Et il faut absolument pouvoir les interpréter, enfin les placer. Donc là on voit des charges, vu qu'elles sont là, mais pas là, mais pas là, on va justement essayer de les représenter. Alors, personnellement je mets un petit code couleur, mais ça va rien dire du tout. Sachant que... Ouais voilà, là par exemple je me retrouve un peu bloqué parce que j'ai vu que j'avais utilisé un code couleur comme celui-ci, mais en fait il n'y a pas de sens, hein. Un électron on le représente souvent en bleu, donc ce serait plutôt l'inverse, mais pas de logique. Donc des fois l'oxygène est négatif, des fois il est neutre. Voilà comment ça se représente. Et maintenant à chaque fois qu'il y a des fois une charge positive, on va mettre un petit delta plus. Alors la charge positive on en a une sur ce carbone là, et hop, des fois ça disparaît. Donc on met un petit delta plus. Des fois on l'a aussi ici, des fois on l'a aussi à cet endroit là, et des fois on l'a ici. Voilà. Mais ce n'est pas systématique, donc ce sont des deltas, des charges partielles. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'hybride de résonance. Et ça c'est littéralement la carte d'identité de la plupart des molécules. Ça nous permet de faire beaucoup de choses. Alors je rappelle que dans la lecture de molécules, on doit céder de l'induction.
la mésomérie. Donc l'induction, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure qui nous a permis de faire la première délocalisation en fait. La mésomérie et en troisième étape la tautomérie. Donc là, en réalité, on a simplement fait l'hybride de résonance qui répond à ça en fait. Hein. L'hybride de résonance, ça répond à la question de la mésomérie, d'accord? Donc, on n'a pas trop vu l'induction, on l'avait représenté au tout début dans l'autre page que je vais remontrer, mais la tautomérie, on n'en a pas encore parlé, on va en parler juste après. Donc dans la lecture de molécules, induction, mésomérie, tautomérie, là on a répondu à la mésomérie, on doit répondre de cette manière-là. C'est en ça que la mésomérie est cruciale, mais en même temps compliquée. Il faut faire toutes les formes limites possibles d'une molécule, la condenser en un hybride de résonance, et après on va pouvoir discuter de sa réactivité, là, ce petit bidule-là. Donc je vous rappelle juste l'induction, on l'a discuté ici. Voilà. Si on s'était arrêté à l'aspect inductif, on aurait mis une flèche qui montre le mouvement des électrons, et on se serait arrêté là en disant, voilà, les électrons ils vont plutôt dans ce sens-là, mais on s'arrête que sur le carbonyle en fait. Alors que la réalité, on le voit, il y a effectivement un effet de délocalisation aussi sur le cycle. Et donc, on explique maintenant tout ce qui est dit là. On a une densité électronique effectivement centrée sur l'oxygène, on l'a montré, c'est la seule charge négative qu'on obtient lorsqu'on fait les formes de résonance. Le cycle aromatique est appauvri en électrons, ça a une utilité dans certaines réactions, on va pas en discuter aujourd'hui malheureusement, mais c'est en vrai, c'est là où vous allez pouvoir avoir le plus d'exercices sur les formes mésomères. Vous avez une chier de réactions sur les substitutions électrophiles en série aromatique. Et ça va s'expliquer principalement par les formes mésomères, et ça va toujours ressembler à des deltas plus ou moins, à des positions différentes, et va falloir superposer tout ça. Et le carbone carbonylique est électrophile. Ok. On a fait la carte d'identité d'une molécule. Très bien cette carte d'identité. Et c'est ce qu'on va essayer de faire sur plusieurs autres molécules. Alors, je vais prendre le cas d'une autre molécule qui est plus ou moins connue aussi, le nitroéthane. Nitro, c'est la fonction NO2, et éthane, il y a 2 carbones. Voilà. Donc, je vais juste essayer de vous permettre de lire ce qui est écrit correctement. Voilà. Donc, lecture physico-chimique, c'est une molécule ayant des doubles liaisons polarisées. Là, ici, il y en a une, voilà. Substituant apolaire, effectivement, on a un carbone et un autre carbone, pas de polarité. C'est une molécule réactive, alors je dis réactive, c'est un peu entre guillemets, c'est une molécule réactive dans le sens où les composés qui sont nitrés sont souvent des explosifs. Alors on a pour exemple la nitroglycérine, le TNT, alors TNT tout simplement c'est trinitrotoluène, donc on voit que le nitré, un composé, c'est pas anecdotique, un des plus puissants explosifs d'ailleurs, si ce n'est le plus puissant des explosifs chimiques, c'est l'octanitrocubane. La seule particularité de cette molécule, c'est d'avoir énormément de nitro et d'être un cube. On en reparlera parce que c'est une molécule intéressante en termes de lecture de composés. Elle implique une notion de géométrie qu'il faut toujours avoir en tête. La géométrie des molécules, c'est important. On l'a pas dit, mais le benzaldéhyde, par exemple, est totalement plan. Bon, parce que entièrement conjugué. Et donc c'est une molécule plutôt volatile, oui, parce que c'est une petite molécule, hein. Il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atomes. Voilà, 10 atomes au total, c'est pas très lourd. Donc c'est une molécule qui est plutôt volatile, réactive. Voilà, elle est utilisée, et c'est vrai, comme une essence pour maquette. Donc il y a des maquettes de voitures motorisées, en fait, on l'utilise réellement pour... comme un comburant en fait, comme un combustible, pardon. Ouais, enfin, un peu des deux. C'est une molécule très réactive, donc on l'utilise en maquette pour pulser un peu les molécules, les voitures. Donc c'est une molécule qui est courante, voilà, on peut en acheter 5 litres par exemple. Et donc là l'intérêt c'est d'aller plus loin que ça, parce que ça du coup on peut le voir, est-ce que la mésomérie nous apporte quelque chose? A priori pas grand chose, mais on va voir que la subtilité c'est de voir ce que nous sous-entend la mésomérie. Et la mésomérie nous sous-entend des choses. Qu'est-ce qu'elle peut nous donner? Alors je vais vous aider un petit peu avec ça, ça va être très, très gentil. Partons du principe qu'on enlève cet hydrogène-là, pour voir ce que ça fait. Celui qui est juste à côté, pour être sûr que s'il y a des doublés qui peuvent bouger, ce soit celui-là qui soit le plus intéressant. On enlève cet hydrogène, donc on enlève un H+. On garde du coup une charge négative sur ce carbone, là, ici.
On la voit là, la charge négative avec le double non liant. Et on voit que cet atome négatif, il peut donner ses électrons, puisque l'azote est un très très bon mésomère. Alors ici, non, c'est plutôt l'oxygène ici qui est mésomère attracteur, excusez-moi. Mésomère attracteur car il est sp2. Un oxygène sp2 est un mésomère attracteur. Ça vaut même le coup que je l'écrive, on en a un peu parlé la dernière fois, mais... Voilà, attracteur. Ok, donc on le voit bien ici. Et donc ça nous fait cette molécule-là. Et en fait, il y a marqué stabilisation de la charge. Pourquoi? Parce qu'en réalité... Stabilisation de la charge, pourquoi? Parce que la charge elle est tantôt ici, tantôt là, elle est tantôt là, tantôt ici, on voit que c'est de la mésomérie hein, tout simplement. Et bien cette délocalisation de la charge moins, c'est-à-dire que cette charge moins, elle n'est pas portée par un seul atome. Et on le sait tous, hein, c'est plus facile de porter quelque chose à plusieurs. Voilà, alors d'un déménagement, un canapé, bah, c'est plus lourd si on est tout seul en train d'essayer de le porter, alors que si on est deux, déjà c'est possible. Donc, on écrit la forme l'hybride de résonance. Donc ici, il y a une double liaison, des fois elle est simple, on va la noter double, comme ça. Pareil ici, parce qu'en fait ces deux oxygènes ne sont plus différenciables à partir du moment où on en est là. Hein. Alors le seul problème que j'ai, c'est qu'effectivement on n'a pas assez d'espace. Pour bien voir qu'il y en a un des deux, voilà. Et là c'est pareil. Voilà. Donc voilà, c'est toujours une hérésie parce que on est toujours sur des oxygènes tout seul. Et on voit bien que les doublés non liants, tantôt il en a 2, tantôt il en a 3. Alors forcément ça se répercute sur lui aussi puisque j'ai dit qu'ils étaient indifférenciables ces deux-là. Par symétrie tout simplement, hein, on voit bien que l'azote il est lié à 2 oxygènes. Lequel ça n'aurait pas vraiment de sens. Ici on a une liaison simple, qui des fois devient une liaison double. Donc c'est pareil, il faut pouvoir écrire ça. Et bien nous dit, voilà, on a écrit la forme limite. On peut écrire des delta moins et des delta plus. Delta plus il est là-dessus, et les delta moins sont les suivants. Il y a un delta moins là-dessus. Alors vous vous rendez bien compte que c'est un peu maladroit de dire qu'il n'y a que 2 porteurs de charge, puisque finalement l'oxygène ici porte aussi une charge négative si on veut. Et vu qu'il y a une charge positive, on va essayer de garder ça invariant, on va dire que ces deux-là ils n'interagissent pas, et c'est ces 2 atomes-là qui permettent de partager la charge. Bon. Alors, là ici on a du coup un potentiel acide qui peut donner un H+, a priori. Comment on vérifie si ça c'est bien acide? On vérifie la stabilité de sa base conjuguée. Donc si ça c'est l'acide, voilà, ça c'est l'acide. Voilà. Si ça c'est notre acide, on a ici forcément une base conjuguée. Et on va vérifier si quelque chose est acide en comparant les bases conjuguées. On va regarder la base conjuguée, et donc la base conjuguée ici elle est stabilisée, donc il y a plein de résonances qui font que la charge elle est partagée la charge. Donc si quelqu'un de positif voulait agir dessus, eh bien il ne saurait pas où aller, il va sur quel oxygène et sur quel carbone. Il y a 3 personnes qui portent des charges moins, bon. C'est ça l'idée de stabilisation, parce que ça veut dire que la charge positive elle ne sait pas où aller. Elle a beaucoup moins de chances de tomber sur le bon atome qui possède la charge moins au bon moment. On va dire ça comme ça. Donc la base conjuguée est stabilisée, alors son existence est soulignée, ça veut dire qu'elle a des chances d'exister, elle est là. Si elle est stable, elle est là.
N'oubliez pas que quelque chose de réactif, c'est quelque chose d'instable, tout simplement. On utilise très peu ce terme-là en chimie, mais c'est pas forcément une mauvaise idée. Donc cet hydrogène est bel et bien labile, ce qui veut bien dire c'est un acide potentiel. Alors, acide c'est un gros mot, hein, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. On est quand même en train de créer un carbone négatif, c'est discutable. Non, la réalité c'est que c'est un hydrogène qui est dit labile. C'est-à-dire que si on y met une base assez costaud, c'est pas con de réfléchir comme ça. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le nitroéthane. Donc, en plus de ça, on va pouvoir maintenant rajouter la nouvelle ligne qui est hydrogène en alpha et labile. Voilà. Donc ça c'est vraiment très important en fait. Voilà, on garnit, à force de savoir lire les molécules, on garnit notre savoir, on sait rajouter de plus en plus de lignes là-dessus. C'est vraiment, c'est pas une hérésie, hein, c'est vraiment quelque chose de logique. Voilà, la position alpha c'est cette position-là. Donc maintenant on sait ça. Et pourtant on n'a pas eu besoin d'apprendre par cœur, voilà, dans un composé nitré de type monoalkyle, on sait que la première position on a un H potentiellement labile. Non, on n'a pas besoin de savoir en apprentissage, on a besoin de savoir lire. Parce que ça, une fois que vous le savez, bon, moi la première fois que j'ai vu ça, j'étais étonné, hein, j'ai vu un nitroéthane et je me suis dit, ouais, d'accord, j'ai vu une réaction et puis je me suis rendu compte que dans la réaction on a enlevé le H+. Je me suis dit, ouais, c'est logique, on stabilise par la résonance. J'ai fait le dessin, je me suis dit, oui, ça colle totalement. Et après, je me suis rendu compte que c'était une vraie propriété de réactivité. Alors que, personnellement, j'étais plutôt étonné, je connaissais pas la réactivité des monoalkyles nitrés, et j'étais en train de me dire, ok, ça va peut-être être coton de deviner où est-ce qu'on veut aller avec ça. En réalité, c'est totalement pertinent. Voilà. Et maintenant, on va essayer d'appliquer ça à cette réaction-là. Alors, on met le nitroéthane, on met tout ça en musique, hein, tout ce qu'on vient de voir, on va le mettre en musique. Maintenant, on va commencer à aller au cœur du sujet. On prend le benzaldéhyde et on le met en réaction avec le nitroéthane. Et là, voilà, magie. Comment font les chimistes pour savoir qu'est-ce qui réagit, avec quoi et comment ça réagit? Eh bien, la plupart des gens font ça instinctivement, sans le développer, sans l'expliciter. Et là, je vais vous donner, du coup, la manière dont je procède. Mon cerveau, il fait ça. La plupart des autres chimistes organiciens que j'ai croisés réfléchissent aussi un peu comme ça. D'autres sont un petit peu moins formels sur la manière dont ils le font. Ils réfléchissent un peu autrement, mais globalement, j'ai jamais vu quelqu'un le formaliser comme ça. Hein, mais alors on va en discuter comme ça. On fait des cartes d'identité. Voilà. Donc là, j'ai fait typiquement 4 cartes d'identité parce qu'on a 4 réactifs. On voit ici, on a ce réactif-ci. D'accord, je ne vais pas l'appeler parce que c'est une molécule un peu compliquée, mais c'est le triméthyle. C'est un ammonium quaternaire avec une très longue chaîne. Voilà, avec C16. C'est un C-tri, je pense, quelque chose comme ça. Un chlorure, voilà. On a une solution aqueuse de NaOH. Ok. Et on a deux réactifs. Donc on sait déjà que lui, il est plutôt apolaire. Il a un site électrophile qui est celui-ci. Et le cycle est désactivé. Bon, voilà, ça c'est notre manière de voir les choses. Lui, on sait qu'il est apolaire aussi, hein, il n'y a pas de raison, il est plutôt neutre, voilà. Il est réactif, donc voilà, ça peut être un explosif. Il a un hydrogène labile en alpha, ok, on le sait, il est ici, on le sait, on l'écrit pas, on le sait. Quand on sait lire une molécule, on doit le sous-entendre, voilà, on voit le truc, on se dit, dans ma tête j'arrive à le faire, boum, et voilà. Donc là je l'ai pas explicité, mais il est là. On a un NaOH qui a principalement un but d'être une base. Alors pour sa solubilité, c'est ionique, polaire, voilà, on voit bien qu'on a des charges plus et moins qui sont formelles. Et c'est un nucléophile. H-, c'est un nucléophile, hein. Faut faire un petit peu attention à cette réactivité. Et ici, on voit que la quantité c'est 0,1 équivalent. C'est une quantité catalytique, donc on va pas trop s'en préoccuper en termes de réactivité, c'est un catalyseur. Et on voit par sa structure qu'il a une charge plus, une charge moins qui sont formelles, donc ionique, un peu comme ici NaOH, et une partie qui est totalement apolaire. Donc ionique et apolaire, ce qu'on appelle un amphiphile, un tensioactif, c'est quelque chose qui va permettre de solubiliser les bases, qui a solubilisé les choses qui sont plutôt en solution aqueuse avec les choses en solution organique. On va voir cet aspect-là. Donc ici, vous voyez que les liens physico-chimiques, je vais les représenter par des flèches comme ça. Donc tensioactif, ça va permettre de faire le lien entre quelque chose de ionique
et quelque chose de apolaire. Et on voit que c'est exactement ce qu'on a en fait. D'accord? On a des réactifs qui sont pas tous mélangeables. Hein. NaOH dans le benzaldéhyde, ça se mélange pas très bien. D'ailleurs, ça fait des réactions qu'on n'aime pas trop. Hein. La Cannizzaro par exemple. Et justement, on va en discuter un petit peu. Donc, on va avoir cet effet-là, on va aussi avoir la solubilisation de celui-ci. Donc, ce tensioactif sert visiblement à solubiliser les produits. Voilà. Parce que le solvant, je ne l'ai pas noté, mais c'est un solvant qui serait apolaire. Hein, ce serait, d'après la publication ici, ce serait un solvant de type dichlorométhane. Voilà, tout bonnement. J'ai mis la référence. Maintenant, je vais marquer la réactivité. Voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer comme réactivité? Alors, la réactivité qu'on peut espérer, c'est qu'on a une base et un hydrogène labile. De l'autre côté, on a un nucléophile et un électrophile. Voilà, on a deux types de réactions. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on doit voir les choses. On crée des cartes d'identité, on regarde les points qui peuvent être intéressants de mettre en lien, de linker, et on link. Voilà, un hydrogène labile et une base, ça semble logique qu'il y ait une réaction acido-basique qui puisse se passer. NaOH et benzaldéhyde, nucléophile électrophile, boum, voilà. Il n'y a rien qui puisse réagir avec un cycle aromatique, donc on ne se pose pas plus de questions que ça. Donc tentons, voilà, on tente l'électrophile nucléophile. Alors, c'est pas la première chose à faire normalement, puisque les réactions acido-basiques sont cinétiquement très favorables, donc très rapides. Mais je vais vous mettre ça, puisque c'est la première question qu'on peut se poser. Le HO- peut venir sur le cycle aromatique, voilà. Ici, on peut avoir une réaction, puisqu'on est au milieu aqueux, je le rappelle, on peut avoir une réaction avec l'eau, par exemple, et créer un hydrate d'aldéhyde. Ou alors même pire, on peut avoir la réaction de Cannizzaro, qui implique tout simplement le fait qu'on ait un mouvement d'hydrure. Donc ce serait cet hydrogène-là qui partirait en fait. Voilà. Ça s'appelle un mouvement d'hydrure. On créerait du coup suite à ça un carboxylate et un alcool benzylique. Bon, ça c'est vraiment les réactions parasites. Je ne vais pas parler de la Cannizzaro puisque d'un point de vue mécanistique, elle a des subtilités qui demandent à avoir déjà bien compris comment lire les molécules. Donc on s'arrête là-dessus, on va dire voilà, ok, on voit qu'H- avec le benzaldéhyde, c'est pas ouf. Ça rend pas ouf. Et heureusement que c'est limité cinétiquement. C'est-à-dire que normalement, c'est quand même la réaction avec un acide qui va prévaloir. Et en plus, on regarde bien, on est en 0,025 mol par litre. Le grand M, là, c'est mol par litre. C'est très dilué. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très concentré, donc il y a un facteur de rencontre entre H- et le benzaldéhyde qui n'est pas forcément grand. Donc à chaque fois qu'ils vont se rencontrer, il faut qu'ils se rencontrent avec assez d'énergie pour faire cette réaction électrophile-nucléophile. En réalité, voilà, ça c'est une réaction qui est dictée par la cinétique, et ça c'est une réaction qui est dictée par la thermodynamique, c'est beaucoup plus rapide. Ça c'est un truc qu'il faut que vous mettiez en tête. Donc on va faire cette réaction-là. H- qui réagit avec l'hydrogène en alpha, c'est stabilisé, on a la base conjuguée, et on a un nouveau réactif. Ah voilà, cette base conjuguée, est-ce qu'on a établi sa carte d'identité? Non, on a établi la carte d'identité du réactif qui était neutre. Maintenant on a un réactif qui est négatif, on refait une carte d'identité. Voilà, donc on a ici une charge négative sur un carbone, autrement dit quelque chose de nucléophile. Et voilà, et là on voit bien qu'on peut de nouveau, on peut recréer un lien, d'accord? Oui, parce que là au final ça ne sert à rien, on voit que ça réagit pas avec le nitroéthane. On peut faire ce qu'on veut, ça va nous donner des trucs qui réagissent juste entre benzaldéhyde et H-. Notre but c'est de mettre le nitroéthane en action, de le mettre en réaction avec le benzaldéhyde. Donc forcément, il faut à un moment donné avoir un lien entre ces deux étiquettes là, ces deux cartes d'identité. Ok, donc c'est pas mal. Maintenant, voyons ce que ça donne. Donc, on a nos deux cartes d'identité, je les rappelle. Pardon, je vais pas non plus vous spoiler, mais voilà. Les deux cartes d'identité. On va mettre ça en musique. Donc ça, on va faire agir comme un nucléophile. Sur ce carbone-là, ça se rabat. Donc la charge négative ici, elle est sur le carbone. Alors qu'ici, elle est portée par un oxygène. On sait bien dans la vie de tous les jours que l'oxygène, il a l'habitude de porter des charges négatives, alors que le carbone, pas du tout. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de voir, HO-.
Voilà, dans la vie de tous les jours, on peut acheter du H-, du NaOH. C'est l'oxygène qui porte la charge négative. Ça veut dire que c'est stable quand même, ça veut dire que ça existe, hein, on peut le vendre. Par contre, du carbone négatif, voilà, on n'en achète pas tous les jours, hein, c'est pas quelque chose de stable. Donc ça, c'est la force motrice de notre action, c'est que la charge négative, elle apparaît sur un oxygène, ça doit nous résonner à l'oreille, c'est quelque chose qui est normal, un oxygène négatif. On a de l'eau en présence puisqu'on est en solution aqueuse, je le rappelle, et paf, on a donc un alcool. Et c'est ça, la réaction de Henry, en fait. Voilà. C'est le nom de la réaction, ça s'appelle réaction de Henry. Et c'est pas du tout à apprendre par cœur ni son nom, ni le type de réactif que ça fait, mais il y a un mec qui a découvert ça, mais je trouve ça même un peu bizarre qu'on lui donne son nom, parce que c'est une réaction, vous voyez, elle a aucune subtilité. On se sert simplement de lecture de molécules, et voilà, on en obtient ça, donc c'est quelque chose de totalement inoffensif. Bon, peut-être qu'il a un petit peu optimisé, il a peut-être été l'un des premiers, donc je veux pas enlever à César ce qui lui revient, hein. Il a certainement énormément contribué à la chimie organique, mais c'est une réaction, pas besoin d'apprendre par cœur, pas besoin d'apprendre son nom. On peut lui rendre hommage parce que c'est quand même une réaction très utile, mais voilà. Voilà comment on lit des molécules et voilà comment on les met en musique. Alors vous voyez, on a fait intervenir les paramètres physico-chimiques pour la solubilité des composés. Ça c'est apolaire et ça c'était avant ça apolaire. Maintenant c'est devenu ionique, on voit bien qu'il doit y avoir un rapport entre les deux. Donc le catalyseur en transfert de phase, il sert à mettre en musique des choses apolaires et polaires ensemble. Et c'est là tout l'intérêt en fait, hein. Donc voilà. J'espère que ce premier cours de lecture de molécules vous aura plu. J'espère vraiment que ça vous aura motivé à essayer de comprendre les étapes de chimie organique plutôt que de les apprendre. Alors vous voyez, là vous n'avez rien eu à apprendre par cœur, vous avez simplement eu à lire, à établir des cartes d'identité. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera pour un autre épisode dans le même genre. Et puis, bon courage avec la chimie.